Bonjour à tous, on se retrouve pour une preview intégrale des Jeux Olympiques 2024 et du tournoi de basket féminin. Comme vous pouvez le voir, on a une équipe au complet aujourd'hui. On accueille avec grand plaisir. Alors, il y a Diana Taurasi évidemment, il y a Lauren Jackson, mais il y a aussi Stéphanie qui est avec nous pour représenter les glorieuses anciennes. Stéphanie qui est avec nous en même temps que Flo et Tu sais Gis. parler aux femmes, hein, toi. Bien sûr. Mais tu sais que j'aime l'expérience, le savoir, la sagesse. Voilà, C'est ça. tu sais que c'est ce qu'on aime, évidemment. Donc on est ensemble aujourd'hui pour faire une preview des Jeux Olympiques. On va vous parler du format, on va vous parler du calendrier, mais aussi évidemment de chaque groupe. Il n'y en a que 3. On va les décortiquer un peu avec une attention, vous vous en doutez, toute particulière pour les équipes qui nous intéressent. Un peu plus que les autres, n'ayons pas peur de le dire, c'est-à-dire la Belgique, la France, les États-Unis aussi, évidemment. Et on va commencer donc par le format de cette compétition, de ce tournoi olympique, dont Flo va nous parler. Oui, mais c'est un format assez connu, hein. Je pense que c'était déjà le format lors des dernières éditions. On part sur 3 groupes de 4 équipes, donc qu'on aura l'occasion de détailler par la suite. Dans chacun de ces groupes, il y a un match, 3 matchs donc joués. Chaque équipe va jouer contre ses adversaires une fois. Les 2 premiers de chaque groupe sont qualifiés, ainsi que les 2 meilleurs troisièmes des différents groupes. Ça donne 8 équipes qui vont en quart de finale. Et ensuite, il y a un tirage qui est refait, un tirage au sort qui est refait pour voir comment les équipes se croisent, avec une seule contrainte qui est que les premiers de groupe ne peuvent plus se croiser. Donc, il ne fait quand même pas bon être deuxième ou troisième d'un groupe si on n'est pas dans le groupe de Team USA, si vous voyez ce que je veux dire. On a une densité dans la qualité des équipes quand même. C'est ce qui est bien avec les JO aussi, c'est que alors il y a des petites équipes, mais on a appris notamment nous Français à se méfier de toutes les équipes dans le tournoi, à ne pas les prendre de haut. Alors, je sais pas, on va voir justement si on a découvert suffisamment certains styles de basket, le basket asiatique notamment. Voilà. On va voir si depuis les derniers JO notamment, on a appris de nos erreurs. Donc pour le format, donc c'est voilà comment ça se déroule. Il y a le calendrier. Attends, si je dis pas de bêtises, la 4e équipe, elle doit soit écouter Ariel Dombal chanter ou aller nager dans la Seine. C'était bien ça qui était prévu, je crois. Hein. Ah bah en tout cas, elle mériterait en tout cas. Enfin, je vois pas d'autres sanctions possibles. Ouais. Écoute, donc il ne fait pas bon non plus être 4e, j'ai envie de dire. Merci de nous rappeler l'inventivité et la créativité des organisateurs de ces Jeux Olympiques avec une cérémonie d'ouverture qui s'annonce épique à mon avis. Peut-être que voilà, enfin, on verra. On va pas non plus partir défaitiste, même si en tant que Français on est un peu obligé. Gis, tu nous parles un petit peu du calendrier des rencontres qu'on va suivre pendant ce tournoi olympique. Alors ouais, les dates, donc c'est assez simple, hein, ça s'étend sur 15 jours, ça commence le dimanche 28 juillet, ça se terminera le dimanche 11 août. On peut découper ça en plusieurs phases, donc il y a la première phase de groupe, donc du dimanche 28 juillet au dimanche 4 août, hein, donc ça fera les 3 matchs que Flo parlait tout à l'heure pour chaque équipe en 6 jours. Puis après on aura 2 jours de repos, on rejouera les 4 quarts de finale le mercredi 7 août. Puis un autre jour de repos avant les 2 demi-finales le vendredi 9 août. Et enfin, une journée de repos avant la finale et le match pour la 3e place qui sera le dimanche 11 août. Donc là, on connaît les horaires d'ailleurs, ça sera 11h30 pour le match pour la 3e place et 15h30 pour la finale. 15h30 pour France-Belgique, donc c'est bien, notez bien vos... Ouais. Ce qui fait donc 6 matchs en 15 jours pour le champion olympique et le finaliste ou les 2 pour la 3e place aussi, quoi. Très bien. Ce qui est un programme dense. Oui, évidemment. Et donc Team USA qui devra jouer à 11h pour la 3e place, c'est pas évident. Le décalage horaire, tout ça, on leur souhaite bien du courage, évidemment. Ça va être sympa d'y aller à Taurasi pour un match à la 3e place, je pense. Ouais. Oui, à cette heure-là, en plus, je suis pas sûr que... Bon, hein, on verra. On va pas commencer par le groupe des États-Unis et de la Belgique, évidemment. On va débuter par le groupe A, peut-être. Celui qui... je vais pas dire que c'est le moins intéressant, c'est celui qui comporte le moins... groupe de merde. Avec peut-être des équipes qui vont quand même battre la France ou la Belgique après, on ne sait pas, c'est possible. Oui, non, je dis ça en rigolant, mais pas du tout. C'était juste pour la blague. Je ne les prends pas de haut du tout. C'est peut-être en tout cas le groupe le plus ouvert, je pense. Oui, c'est le groupe le plus ouvert, je pense, parce que donc on va récapituler les équipes présentes dans ce groupe. La Chine, l'Espagne, la Serbie et Porto Rico. Donc c'est effectivement dense, très ouvert. On va peut-être balayer un peu équipe par équipe. Est-ce qu'il y a un favori pour vous dans ce groupe-là déjà ?
Moi, j'ai envie de mettre la Chine quand même, que je Ouais. trouve un peu au-dessus. Ouais. On va peut-être parler rapidement de l'Espagne et de la Serbie après, qui sont des noms un peu historiques, des équipes qui sont fort présentes, mais toutes les deux sont dans une transition, un renouvellement de génération. La Chine, c'est une équipe qui est sûre de ses qualités, qui a des joueuses qui sont à maturité. Alors, on rigolait tantôt en parlant du basket asiatique, mais justement, il ne faudrait pas tomber dans la caricature parce que la Chine n'a rien à voir avec le Japon ou avec la Corée qu'on a pu voir récemment. C'est une équipe qui impose un grand défi physique, qui a des grands gabarits dans son équipe. Enfin, je veux dire, on l'a rencontré récemment avec la Belgique, vous en avez fait les frais aussi avec la France. Pour la petite histoire, c'est la seule équipe, je pense, qui aura dans son roster une joueuse plus grande que Brittney Griner. Oui, du coup. C'est quand même intéressant à noter. Si Han Xu est bien là, on n'a pas encore tous les rosters définitifs. Mais voilà, je pense que la Chine a plus de certitude dans son jeu que les autres équipes. Mais ça reste une marche qui est peut-être plus faible que dans d'autres groupes, quoi. Ouais, il y a des comment dire, c'est quand même un collectif fort, c'est très très physique. Est-ce qu'il y a un point faible quand même qu'on pourrait exploiter en cas de retrouvailles avec cette équipe, ou que l'Espagne, la Serbie et Porto Rico pourraient exploiter? Est-ce qu'il y a quelque chose de... Parce que moi, elles me paraissent très fortes quand même. Même si là récemment, elles n'ont pas été ultra impressionnantes, elles me paraissent quand même très fortes, hein. Moi, je pense que pour le groupe, ça posera pas trop de soucis. Je les mettrai aussi numéro 1, Ouais. je pense, devant l'Espagne. Ce qui pourrait manquer, à mon avis, pour après, c'est peut-être l'absence d'une top joueuse, quoi. Vraiment une top joueuse qui peut faire la différence. Elles ont 3 joueuses quand même qu'on connaît plutôt bien, hein, Liu Heru, Han Xu et Meng Li, quoi, qui sont en plus, qu'on fait quand même pas mal de passages WNBA, enfin, qui ont l'habitude aussi du jeu, voilà, de rencontrer aussi du jeu européen, du jeu américain. Par contre, ça me semble quand même un petit peu en dessous en termes de top joueuses, quoi. Donc peut-être qu'au bout d'un moment, quand tu vas jouer vraiment des équipes plus fortes, voilà, ça va peut-être manquer un petit peu pour aller plus loin. Mais je pense que pour le groupe, honnêtement, j'ai l'impression que c'est un peu l'équipe au-dessus. Et la Chine, en plus, dans un contexte olympique, c'est toujours particulier parce qu'on sait que l'État chinois met quand même beaucoup de pression pour que la Chine représente son pays du point de vue mondial. Et voilà, on sait qu'il y aura déjà 80. C'est pas comme un mondial, quoi. Ouais. C'est pas comme un mondial, quoi. On sait qu'il y aura déjà 60 ou 70 médailles en gymnastique. Si elles pouvaient nous en laisser un petit peu au niveau du basket, on n'est pas contraint, évidemment. Mais il y a quand même, enfin, Meng Li, j'ai l'impression qu'à chaque compétition internationale, ça devient une joueuse monstrueuse. Donc il n'y a pas de top joueuse identifiée, je suis d'accord, pas de superstar mondiale, mais une joueuse comme ça, Meng Li, on l'a vu un peu en WNBA, c'est quand même très très solide, hein. Elle a eu des petites... Enfin, elle est sortie récemment du groupe et puis finalement, apparemment, c'est bon. Elle a eu des petites blessures récemment. Je sais pas du tout ce que ça en est parce que je vais pas faire comme si je suivais le basket chinois. De toute façon, je pense que la Chine ne communique pas. Donc, c'est le principe même. C'est que même si tu le suivais, ils vont pas te le dire, en fait. Donc, mais j'ai vu passer l'info comme quoi, finalement, c'était bon, mais qu'il y avait quand même eu une inquiétude. Donc, on sait jamais trop quel va être son niveau. Mais effectivement, c'est une joueuse qui avait été assez sympathique à Washington et qui sait mettre le ballon dans le panier de près ou de loin. Absolument. Dans les autres équipes de ce groupe, il y a donc un peu les usual suspects de l'Euro à chaque fois, sur la scène européenne, Espagne et Serbie. L'Espagne, comme d'habitude, qu'est-ce qu'on peut attendre de l'Espagne? Steph, tu les as vus jouer récemment, si je ne m'abuse. Ouais, je peux vous dire que c'est encore Alba Torrens qui, quand elle monte sur le terrain, fait de la magie. Ouais. Et le reste, je trouvais que c'était assez inégal, en fait. Donc, tu as des joueuses qui sont là, et puis il y en a 2-3. Tu as l'habitude de l'Espagne comme ça, puis voilà, ça fait pouc. Bon, après, je suis peut-être aussi tombée dans un jour sans. C'était aussi contre le Canada. C'était pas non plus dans un contexte à nouveau olympique. Je pense qu'il y en a que ça dope très clairement, hein, donc je pense pas avoir vu l'Espagne. Mais d'ailleurs, Alba n'était même pas dans le 5 de base. Elle est arrivée après. Donc voilà, clairement, il y a des transformations très très fortes pour le moment dans l'Espagne. Et voilà. Ortiz avait fait un beau match aussi. Voilà, mais globalement, ouais, je me suis pas dit, quand je les ai vus jouer, aïe aïe aïe, j'ai devant moi les futurs champions olympiques. Voilà, ça non. Mais je ne savais pas qui allait gagner, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que ça reste l'Espagne et que dans tous les cas, il y a toujours
toujours une académie de jeu. Alors, il y a pas la culture de la gagne. Hein. Bah ouais. Et selon les générations, plus ou moins de top joueuses en même temps. Là, c'est peut-être, c'est pas que c'est un creux, mais par exemple, il manque Raquel Carrera, qui est une joueuse formidable, qui fait pas la compétition. Mais évidemment qu'on n'abordera jamais, que ce soit la France, la Belgique et même, j'ai presque envie de dire même Team USA va pas arriver les mains dans le short pour affronter l'Espagne. Il y a toujours une qualité, la structure du jeu, l'habitude de la gagne, comme tu disais. En quoi est-ce qu'elles sont prenables, les Espagnols, d'après vous, si toutefois elles sont prenables, si on peut se risquer à cibler un éventuel point faible? Déjà, je pense que, tu vois, par le passé, l'Espagne, c'est une équipe qui a eu plusieurs stars, des gros noms. Ici, Alba Torrens, on va être super content de l'avoir. Elle a toujours un très bon niveau. C'est peut-être ses derniers JO. On ne sait pas. En tout cas, 4 ans, tu vois, ça va être encore beaucoup. Elle a 34 ans, je pense. Elle a mon âge, donc c'est très vénérable. Mais, mais donc voilà, est-ce qu'elle sera encore là à 38? On n'en sait pas, on lui souhaite. Et on voit qu'il y en a d'autres qui font de la résistance. Donc, mais toujours est-il que 34 ans, tu t'apportes pas la même chose qu'à 28. Et elle pourra plus porter l'équipe. Enfin, elle a besoin d'un relais de la nouvelle génération. Il y a effectivement Raquel Carrera qui est absente. Moi, je pense que ce qui leur manque, effectivement, c'est un peu ce gros nom, quoi. C'est qui la star? Il y a des joueuses intéressantes. Comme tu dis, il y a une structure de jeu qui est toujours en place. C'est une équipe qui défend bien. Mais voilà, moi je les ai vus contre la Belgique, c'était pas flamboyant non plus. Alors tu te demandes toujours qu'est-ce qui est du fait de l'adversaire ou réellement de l'équipe. Est-ce que c'est l'Espagne qui déjoue? Est-ce que c'est la Belgique qui a vraiment mis la pression? On sait jamais trop, mais ouais, c'est pas la grande Espagne. Et je pense que ce qui peut leur manquer, c'est justement d'avoir cette certitude à quelle joueuse dans les mains de quelle joueuse tu mets le ballon quand il y a des moments chauds et qui prend les décisions. Là, on est sûr que ça jouera bien, on est sûr que ça défendra bien, mais il y a un moment où peut-être dans le money time, comment ça s'articule. Alors si Alba Torrens est toujours capable de prendre la sélection sur ses épaules, effectivement, ça peut quand même aller loin parce qu'on connaît l'Espagne et ça a du talent et ça joue bien. Moi, et le jeu intérieur un peu faiblard aussi. Je me dis justement quand elles vont être face à des grandes tours, des intérieurs qui cognent. Là, déjà, face simplement au Canada, c'était du coup Nathalie Achenois. Il y a 2-3 fois, elle leur a un peu mangé dessus, mangé sur la tête. Quoi. Faudra voir comment elles intègrent Megan Gustafsson aussi, qu'elles ont naturalisé et qui n'était pas là du coup en prépa. Non, elle n'était pas là. Puisqu'elle est en WNBA. Donc ça s'était pas super bien passé au TQO, ils avaient eu du mal à l'intégrer. Là, ils ont refait le choix de la rappeler de nouveau. On verra parce que ça peut être quand même justement le manque, ça peut ajouter de la profondeur et notamment du secteur intérieur, on verra. Mais ouais, je pense que c'est un peu en dessous quand même de la période Espagne qu'on a connue depuis, on va dire, 10 ans. Quoi. Ouais, c'est ça, clairement. Pour ce qui est de l'âge d'Alba Torrens, je ne me hasarderai pas à lui prédire une retraite prochaine parce que là, il n'y a pas là-haut à jouer jusqu'à quoi, 41, 42 ans. Ouais. Elle a été finaliste mondial à 41, je crois. L'air de la Méditerranée, ça conserve. C'est ça, probablement. Mais évidemment, oui, l'Espagne, on se méfiera toujours. On se méfiera toujours, je pense aussi, de la Serbie, dont on peut parler maintenant. Les Serbes, on dit pas mal en ce moment que c'est là un creux générationnel ou une transition plus qu'un creux. C'est un peu sévère de parler de creux parce qu'il reste des joueuses quand même très fortes, mais en tout cas c'est une transition qui est pas simple. On les a affrontés, la Belgique aussi les a affrontés. On est d'accord, France et Belgique ont affronté les Serbes récemment. C'était pas fantastique. Est-ce que la Serbie peut quand même être un outsider dans cette compète? Est-ce que la simple présence de Marina Maljkovic qui fait des miracles au coaching à chaque fois, est-ce que c'est suffisant ou est-ce que c'est juste une compète de transition pour la Serbie d'après vous? Il faudrait avoir sa coupe de cheveux déjà, ça dit beaucoup. Bien sûr. Le polo aussi, les polos qu'elle met aussi. Voilà. Faut savoir lire les signes avec elle. C'est ça. Moi j'ai l'impression qu'honnêtement si elles font un quart de finale c'est vraiment très bien. C'est un peu j'ai regardé les 2 matchs là contre justement la Belgique et l'équipe de France. Bon, ça reste que de la préparation, mais
Ça me semble quand même très limité. Ça tourne beaucoup autour d'Yvonne Anderson, qui est du coup un peu la seule joueuse maintenant, on va dire, de standing de cette équipe. Il y a quand même eu beaucoup de départs. Hein. Il n'y a plus les Sonia Petrovic, il n'y a plus les Anna Dobovic. Voilà, toutes les joueuses qui nous cassaient un peu les pieds régulièrement, notamment nous les Français d'ailleurs. Donc non, ça me paraît quand même très en dessous. Elles ont des jeunes, dont une que tu connais bien, Shai, Angela Dugalic, qui était à Oregon avant en NCAA, mais ouais, ça me paraît vraiment en dessous en termes de profondeur, en termes de rythme. Moi, je les vois plutôt se qualifier en meilleur troisième parce que comme le groupe est homogène, je pense qu'elles arriveront sans doute à avoir quand même des points, et notamment contre Porto Rico, qu'on va peut-être parler après. Mais je les vois pas. Donc, si elles finissent meilleur troisième, tu tapes donc un des premiers des autres groupes. Et quand on voit les armadas qu'il y a dans les autres groupes, vous les voyez. J'ai du mal à les voir passer un quart. C'est ça. Vous les voyez tous les trois. Vous les voyez en dessous de l'Espagne, par exemple. Ouais. Moi, la Serbie, je les vois très très en dessous de l'Espagne. Ouais. Okay. Moi, je pense que c'est le même problème que l'Espagne, mais avec moins de talent dans l'équipe en fait. Et moins de structure de jeu, je pense. Et le problème, c'est que tu as quand même une joueuse forte qui est Yvonne Anderson, mais qui du coup. Il n'est pas le Batorens. Oui, déjà tu peux défendre. Et en plus, c'est pas c'est pas collectif, tu vois. Il y a un petit côté un peu s'en servir comme béquille pour parfois masquer les faiblesses de ton jeu. Donc non, je suis assez d'accord. Je pense que la Serbie va finir troisième du groupe. Après, est-ce que ça sera suffisant pour finir meilleur troisième et quand même passer en quart de finale? Ça, c'est la question. Mais je suis assez d'accord. On peut supposer qu'il y aura une victoire contre Porto Rico, a priori, qui est quand même un cran en dessous de tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Porto Rico, à part que c'est très très Arela Guirantes dépendant quand même. C'est un peu la. Mais il faut quand même reconnaître qu'ils sont tout petits, ils sont là, et ça c'est beau quand même. C'est vrai qu'il y a une régularité parce qu'ils sont dans les compétitions à chaque fois. Après, elle profite aussi que dans leur zone géographique, il n'y a pas grand monde, quoi. Donc non, mais voilà. Je pense que c'est l'équipe la plus faible des 12. Et d'ailleurs, dans les compétitions, que ce soit au mondial, elles prennent quand même régulièrement des volets, quoi. Après, au dernier mondial, elles étaient sorties en quart. Maintenant, le mondial, à l'époque, c'était des groupes de 6 et elles avaient fini par être 4e de leur groupe, tout juste, avec juste une victoire sur l'ensemble du groupe. Donc, c'était un peu sur le fil. Et avec, effectivement, Arela Guirantes, qui est très bien dans cette équipe, qui d'ailleurs performe bien mieux avec sa sélection que ce qu'on a pu voir en WNBA quand elle y était. Mais voilà, c'est clairement en dessous. Par contre, c'est une équipe qui sait qu'elle a absolument rien à perdre dans tous ses matchs. Et donc voilà, si ça se met à shooter et que on connaît l'adresse, comment ça va, si c'est le jour où tout d'un coup les dieux du basket ont décidé de leur octroyer les 60% de réussite au shoot, voilà, comme c'est sur des matchs secs, on sait jamais trop. Mais je pense que c'est l'équipe la plus faible de ce groupe et peut-être bien de toute la compétition. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais, on risque de voir un match d'Arela Guirantes avec 37 tentatives de tir. C'est le basket qu'elle aime bien, qu'elle aime bien pour elle-même en général. C'est un peu plus dur quand on l'a vu effectivement en WNBA, mais voilà, elle va représenter son pays. Ça reste les JO. Je pense que Porto Rico se défendra très bien. Voilà pour ce groupe A, on est à peu près d'accord sur une espèce d'ordre établi avec la Chine, l'Espagne et puis la Serbie un cran derrière et Porto Rico un cran encore plus bas. On est d'accord? Ouais. Voilà. On pense que c'est Porto Rico qui va aller dans la scène, ouais. On ne leur souhaite pas. Le groupe B maintenant, on va passer au groupe B. Alors celui-là, il est un peu plus costaud, on va dire, avec l'Australie, le Canada, le Nigeria et l'équipe de France. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce groupe-là? On va pas commencer par les Bleus tout de suite, on va parler de leurs adversaires peut-être. On peut peut-être commencer, on a parlé du calendrier, mais quand même donner, du coup, pour la France, mettez-vous devant les matchs. Donc, vous pouvez noter le lundi 29 juillet, Canada-France à 17h15, le jeudi 1er août, France-Nigeria à 17h15, et le dimanche 4 août, Australie-France à 21h. Donc ça, le dimanche soir, ça c'est un match, vous le loupez pas. Ouais. Australie-France à 21h. Donc voilà, ça c'est comme ça, c'est le petit rendez-vous. C'est bien noté, Flo, merci. Australie alors, commençons par l'Australie. J'ai envie de parler de cette équipe, j'aime bien, je les sens quand même plutôt bien dans ce tournoi. Est-ce que vous les voyez aussi fortes que moi, ces Australiennes, les Opals, avec une jeune débutante dont j'évoquais le nom tout à l'heure, Lauren Jackson, toujours incroyable, toujours présente, malgré les ruptures du tendon d'Achille, malgré l'âge.
Elle est toujours là. Est-ce que après Team USA, c'est pas le roster le plus fort de toute la compétition? Ça y ressemble fort. Ça y ressemble fort. C'est le point fort de l'équipe, c'est la qualité quand même. Il y a pas spécialement avec la meilleure joueuse d'ailleurs, par contre, mais en termes de profondeur, vous avez une très bonne profondeur aussi. Mais il y a 9 joueuses WNBA sur 12 quand même dans cette équipe. Coïncidence? Je ne pense pas. Voilà. Dont sans doute celle qui est frontrunner pour être meilleure défenseuse de l'année en WNBA, Ezi McBegor. Puis plein de choses dont on a l'habitude. Non, mais il y a du shoot avec Sammy Whitcomb, Rebecca Allen. Il y a de la présence. Le secteur intérieur est complètement indécent. Alana Smith qui est en train de tout retourner à Minnesota. Lauren Jackson. Alors, ok, elle a 43 ans, mais même en Australie, elle a fait quoi la dernière fois? C'était quoi? 30 points, 20 rebonds? Enfin, ça n'a aucun sens. Non, 50 points, 15 rebonds aussi, là, à la fin du match. Voilà. Alors ok, c'est la deuxième division australienne, mais bon, faut quand même les mettre les paniers, quoi. Ezi McBegor, Mariana Tolo, qui a l'air de rien, qui nous avait complètement retourné avec la Belgique la dernière fois. Voilà, alors c'est peut-être un peu plus léger à l'extérieur, mais c'est la main, quoi. C'est la main qui me fait un peu peur dans cette équipe. C'est 2 jeunes, quoi. C'est juste ça. C'est Jade Melbourne et Isabelle Borlaz. Ah oui, qui a été draftée mais qui n'est pas partie encore en WNBA. C'est les deux jeunes qui sont à la main. Donc bon, après, Jade Melbourne, elle joue quand même en W là avec Washington et elle est plutôt intéressante d'ailleurs. Mais c'est vrai que ça fait 2 jeunes de 20 ans, quoi. Tu donnes la main de cette équipe à 2 jeunes de 20 ans, quoi. Donc on verra. Je pense que c'est le poste le plus faible. Par contre, sur les autres, va falloir les jouer. Il y a toujours cette espèce d'ADN de fighting spirit, de dureté qui se retrouve dans tous les sports et chez tous les athlètes australiens quasiment, et ça fait aussi leur force, et ça peut permettre de compenser parfois le manque d'individualité dominante. Là, elles ont pas, il n'y a pas une Liz Cambage comme il y a pu y avoir à une époque par exemple, mais je pense qu'elles sont tout à fait capables de surmonter ça, et je suis assez d'accord avec ce que tu disais, Flo. Je pense que c'est le deuxième meilleur effectif en termes de qualité pure, parce que c'est pas l'équipe que je mettrais sur la deuxième marche du podium, on y viendra tout à l'heure. Mais voilà. Il y a des joueuses qui ont vachement évolué. Alana Smith, c'est plus du tout la même chose. Ezi McBegor, aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. C'est des joueuses qui sont bordure All-Star WNBA. Hein. Et je pense que les deux, nous, on les avait, Flo, en plus, quand on avait fait nos All-Star, je crois. Ouais, Alana, j'hésitais. Ezi, elle aurait dû y être, mais voilà. Mais non, tu peux avoir un 5, je sais pas, Jane Melbourne, Sammy Whitcomb, Rebecca Allen, Alana Smith, Ezi McBegor, enfin... Je veux dire, à part Team USA, ça regarde beaucoup de gens dans les yeux. Donc, non, c'est super effectif. Alors, c'est pas l'effectif le plus jeune, par contre, même si, bon, il y a quand même des joueuses, il y a quand même une relève, entre autres. On parle d'Ezi McBegor, qui est quand même la joueuse qui, je pense, va devenir la nouvelle tête de l'équipe, si c'est pas déjà le cas. Et par contre, quel kiff de voir Lauren Jackson se racheter une deuxième carrière, en fait, tout bêtement. Presque une troisième, parce qu'en plus, après son retour au mondial, elle s'était reblessée, donc, et elle a refait une nouvelle rééducation pour encore revenir. C'est juste un plaisir de voir ça. 5e JO. 5e JO, mais en ayant manqué, parce que son premier, elle n'était pas déjà là à Atlanta, elle. Si, 96, son premier, à 17 ans. Elle était là à Séoul. Non, mais en vrai, elle le fait juste pour faire chier Diana Taurasi. Hein. C'est ça. Je pense que c'est sa seule motivation. Elle fait tiens. Ça va être sympa d'ailleurs si les deux équipes se rencontrent. Moi, je voudrais bien voir la collade entre les deux. Le festival du fair play. Ouais, ça va être sympa. Très bien pour cette équipe d'Australie. Parmi les autres adversaires des Bleus dans ce groupe, il y a le Canada, qui est une équipe un peu difficile à lire, je trouve, qui a plein de qualités, des arguments à faire valoir. Évidemment, le secteur intérieur qui est costaud. Steph, tu parlais tout à l'heure de Natalia Chenois, mais il y a aussi Kayla Alexander, des joueuses qui ont l'habitude de performer en Europe, qui ont de l'expérience en WNBA. Dans les joueuses à suivre, dans le document que tu nous avais fait suivre, Gis, avec un peu les notes que tu avais prises sur chaque équipe, il y a Bridget Carlton. Oui, elle n'était pas là, donc ça c'est effectivement, elle n'était pas là quand j'ai été les voir jouer, et ça manquait. Son shoot notamment, elle est capable de... Il y a quelques joueuses, il y a quelques joueuses de WNBA, justement, Kaya Nurse, mais surtout, je trouve Bridget Carlton qui est sur une saison, elle met dedans. Et comme c'est de base une shooteuse, à partir du moment où elle met dedans, c'est quand même plutôt pratique. Et alors Aliyah Edwards, la rookie à Washington, qui, alors c'est encore jeune, mais par contre, ça sait tout faire, quoi.
C'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, dans ce contexte-là, en plus, c'est une joueuse qui a en jeune, enfin, elle est déjà intégrée à la sélection depuis un certain temps, donc elle va pas non plus arriver comme un cheveu dans la soupe. C'est hyper intéressant. Par contre, c'est une équipe qui a une grosse, enfin, la différence de qualité entre le secteur intérieur et le secteur extérieur est assez énorme, et je pense que c'est peut-être ce qui peut leur poser problème, parce qu'on parlait du secteur intérieur de l'Australie. Franchement, ici, on a un secteur intérieur de nouveau, peut-être un peu moins fort, mais Nathalie Achonnois, Kayla Alexander, ça a de l'expérience. On vient de parler d'Ali Edwards, qui est un vrai couteau suisse. Il y a quand même pas mal de choses intéressantes. Par contre, à l'extérieur, ben là, c'est beaucoup plus... Ouais, quelconque, méchant à dire. Ouais, je sais pas, je cherchais, parce que ça reste quand même des joueuses qui sont infiniment meilleures que moi 99% des joueurs de planète. Donc c'est pas ça, mais je veux dire en termes de niveau, la différence entre les extérieurs, voilà, qui jouent, il y en a des très jeunes qui jouent encore en université aux États-Unis, d'autres qui sont dans des équipes européennes, mais plutôt de second rang. Bon, il y en a une qui joue à Bourges, donc je vais pas être méchant. Qui jouait à Bourges, elle est pas conservée. Oui, c'est vrai, elle a joué l'année passée. Enfin voilà, oui, le Canada, après, moi je pense que le Canada a quand même une carte à jouer, et par exemple la France ne doit pas prendre cette équipe de haut, parce que c'est une équipe qui est toujours placée, qui est toujours haut dans les rankings, mais bon, je pense que c'est pas l'équipe qui doit faire le plus peur non plus si on l'appréhende sérieusement. Il y a un peu une interrogation, enfin de mon côté, sur Kiah Nurse, parce que j'ai l'impression qu'elle a quand même beaucoup de mal à retrouver le niveau qu'elle avait affiché ça commence à remonter maintenant, parce qu'elle est pas vieille 2019. Non plus, mais... Voilà, 2019. C'est quoi, c'est sa saison All-Star 2019 ? Ouais, 2019. Voilà, et depuis, alors il y a eu des blessures, mais il y a aussi eu comme une stagnation ou une régression, et ça fait que c'est plus du tout la même chose qu'à une époque. Donc ce serait la Kiah Nurse de 2019. Le Canada aurait une autre tronche quand même sur le papier, notamment sur l'extérieur. Donc c'est un peu. Ouais, là aussi, en fait, il manque aussi Elle aurait pu prendre ce rôle de mener vraiment l'équipe, et elle le fait pas en fait. Et moi, plein de fois, quand j'ai vu le Canada jouer 2 fois ou 3 fois, et chaque fois, j'y vais en me disant, ouais, franchement, Kiah Nurse. Et puis, ça fait. Tu vois, le soufflet retombe un peu, quoi. Ouais. Donc, c'est vrai que ça reste un nom. Et je trouve que dans les faits, c'est pas elle la plus impressionnante pour le Canada. En fait. Et c'est dommage, parce qu'en talent pur, voilà, on sait tous ce qu'elle a, mais c'est comme si ça sortait plus, quoi. Ouais, c'est un peu ça. C'est l'impression qu'elle laisse même en WNBA ces dernières années. C'est un peu frustrant. Pour que cette équipe existe, il va falloir que Bridget Carleton et Kiah Nurse mettent des paniers. Ouais. Oui. Si elles sont pas à droite toutes les deux de loin, il y aura pas de spacing, et franchement, je pense que ça peut vite être catastrophique si elles mettent pas de points, quoi. Alors Bridget Carleton, elle en met plein en WNBA cette année, donc on peut imaginer qu'elle va surfer là-dessus et qu'elle va être prête, parce que toutes les joueuses W là vont arriver en pleine forme. En pleine forme, en plein rythme, contrairement à plein d'autres équipes qui sont arrêtées depuis quelques mois. Mais Kiah Nurse, je suis plus inquiet, moi. Franchement, avec Los Angeles, c'est compliqué quand même. Ouais. Et alors, est-ce que tu es inquiet au point d'imaginer que l'autre équipe de ce groupe, le Nigeria, puisse embêter le Canada de quelque manière que ce soit? On les a vus au TQO, les Nigérianes. Elles ont été renforcées depuis quand même. Alors pas par Neka Ogumike, notre running gag quand elle a voulu intégrer l'équipe du Nigeria, mais par Michaela Onyenwere par exemple, si je ne dis pas de bêtises, qui est dans la c'est pas sûr encore. C'est pas encore sûr. En fait. Je m'avance C'est pas encore confirmé officiellement, mais c'est sorti comme info effectivement que Michaela Onyenwere en ferait partie. Ça ferait quand même une addition de taille pour le Nigeria. Mais sinon, c'est vrai qu'on les avait vus jouer à Anvers dans le TQO où elles se qualifient. Et mais entre autres, il y avait une autre équipe du continent africain face à elle, le Sénégal. Et par exemple, enfin en tout cas c'est la réflexion qu'on s'était fait, Shai, quand on les avait vus jouer, on avait trouvé que le Sénégal avait une plus belle structure de jeu, mais avec des joueuses moins talentueuses, et donc en fait au bout d'un moment le talent et l'impact physique du Nigeria à cette échelle-là avait suffi pour qu'elle gagne ce match et qu'elle puisse se qualifier au TQO. Maintenant ici, à ce niveau-ci, est-ce que le Nigeria peut aller embêter l'Australie à la France? Je pense pas, et même le Canada. J'ai quand même l'impression que le Nigeria est en dessous. Maintenant, attention, c'est une équipe qui joue physique, qui a pas peur d'y aller, donc il faut être prêt. Mais je pense que là, dans les équipes, dans ce groupe-ci en particulier, ça aurait peut-être pu être le cas avec d'autres équipes, mais je pense que tant le Canada que l'Australie que la France ont des joueuses qui n'ont pas spécialement peur du combat physique, donc c'est peut-être pas le groupe qui leur convient pour jouer ça, quoi. Ouais. Et au Nigeria, il y a
parmi les joueuses à suivre, encore une fois, c'est toi qui l'as noté, Gis, mais si je dis pas de bêtises, Amy Okonkwo a signé à Bourges pour la saison prochaine. Hier, qu'on avait déjà vu en LFB. En LFB, c'était Landerneau, c'est ça? Oui, je crois. Landerneau, il me semble. Une très bonne joueuse, donc elle fait partie quand même des joueuses à surveiller. De toute façon, toutes les joueuses qui ont aussi l'habitude des championnats de haut niveau européens sont à surveiller. Ça reste, je suis assez d'accord avec vous, une équipe qui me semble un cran en dessous, et j'avais réellement préféré ce qu'avait proposé le Sénégal dans ce TQO. Les équipes ont sans doute un peu changé. J'avais pas regardé le roster définitif du Nigeria. Il y aura peut-être quelques ajustements par rapport à ce qu'on avait vu, mais ça me semble quand même en dessous. Après, c'est pareil, on les voit peu jouer aussi. C'est difficile, on les voit en compétition à chaque fois, donc soit tous les 2 ans, soit tous les 4 ans, donc c'est un peu toujours compliqué quand même de jauger, mais c'est beaucoup de jeux individuels, c'est beaucoup très physique et beaucoup de jeux individuels, donc de jouer de 1 contre 1, on va voir, mais moi, vu les autres équipes du groupe, je pense que ça va être difficile pour elles, et il y a des chances qu'elles finissent à la scène aussi. Par contre, ou chez Ariel Dombal. Ariel Dombal, je sais pas quel est le pire. Je pense que je choisis la scène, honnêtement. Hein. J'ai vu les répétitions, je pense que je préfère avoir quelques boutons le lendemain, mais non, c'est trop. Par contre, les Nigérianes, au niveau du style vestimentaire de leur coach, je pense qu'elles ont des chances de remporter une médaille honorifique. Parce que Steph, je sais que tu adores toutes les excentricités parfois qu'on peut voir sur les parquets. Rena Wakama, la coach du Nigeria, qui est très très inventive de ce côté-là. D'accord. Ah bah voilà, on aura quelque chose d'intéressant. Non, mais avec beaucoup de classe, parce que c'était pas de l'excentricité, c'était juste. Non, franchement. Non, il y avait un vrai style assumé. C'est du niveau des chemises de Kurt Miller. Ouais, il y avait un peu de ça, mais un peu plus classe, tu vois. Ouais. Tu vas pas sur la plage avec, c'est quand même un peu. Tu arrives en cocktail avec ça, on te remarque, quoi. D'accord. Bon, bah, écoute, tu m'as donné encore plus envie de voir jouer le Nigeria. Dans ce groupe B, on va évidemment finir avec les Bleus, l'équipe de France. Alors, il y a un peu, on lit et on entend un peu de tout sur l'équipe de France, c'est-à-dire qu'il y a les... Je vois déjà Gis qui lève les yeux au ciel. Il y a les sceptiques, il y a les ambitieux, logique, hein, parce que voilà, l'équipe va jouer à domicile. Sur le papier, au niveau de la qualité des joueuses présentes, elles ne peuvent pas se cacher. Il y a quand même de très très fortes joueuses qui seront présentes. Collectivement, c'est un peu plus difficile. Est-ce qu'il y a vraiment eu jusqu'ici une osmose, une compréhension avec le coach Jean-Aimé Toupane? C'est voilà, toutes ces questions qu'on peut se poser. Gis, je te sens chaud, je vais te lancer tout de suite sur l'équipe de France. On aura peut-être une appréciation plus positive avec un point de vue extérieur des Belges de la team après. Non, de toute façon, pour sortir du groupe, je pense que ça fait pas de doute. Enfin, si la France sort pas du groupe, ça serait une catastrophe absolue, surtout dans ces JO. Je suis pas trop inquiet pour le groupe, c'est plutôt après quand on va rencontrer les équipes très fortes, puisque c'est toujours là que la France se pêche, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que y a beaucoup de talent, il y a de la profondeur d'effectifs, ça on le sait depuis 10 ans en fait, plus de 10 ans même. Je rappelle que la France n'a pas gagné de titre depuis 2009 quand même, hein. Malgré des multitudes de finales, c'est depuis 2009. Avec toutes les générations qu'il y a eu, c'est quand même assez dingue. Moi, ce qui me fait peur, c'est toujours la même chose, c'est que cette équipe n'a pas de hiérarchie. Je sais pas qui est la première option de cette équipe, je sais pas qui est la deuxième, je sais pas comment on veut utiliser Iliana Rupert, je sais pas comment on veut utiliser Alexia Chartereau. On met Marine Johannes sur le banc. Des fois, on fait des 5. On a notre coach qui met 5 joueurs sur le terrain et puis fait des remplacements de poussins en changeant les 5 d'un seul coup. Bon voilà, au dernier Euro, on avait tout le monde qui jouait 18 minutes, quoi. Oui. Voilà, c'est ça qui me fait peur, quoi. C'est que je pense que sans hiérarchie, cette équipe, quand elle va jouer, voilà, les très fortes équipes, j'ai peur que ça soit limite, quoi. Après, par contre, si tu prends le talent global de l'équipe, c'est très fort, hein. Et ça a la possibilité de faire la médaille sur le papier. On est d'accord. Après. On n'est pas sorti d'un Euro quand même qui nous a rassurés, hein. Non, avec les absences diverses et variées, Marine Johannes, Gabi Williams. Ouais, il y a eu en plus toute la communication autour de l'équipe qui, je pense que, même si ça s'est apaisé, je voudrais voir quand même si ça n'a pas laissé des traces quand même. Sandrine Brida quand même aussi. Oui, non, ça. Parce que... même Andy aussi. Hein, Andy Miem, il n'y a pas eu de, c'était pas très classe. Qui a même pas été appelé pour lui dire en fait qu'il apprenait pas, quoi. C'est juste une des 5 meilleures joueuses de tous les temps des Bleus, quoi. Bon, voilà, quoi. Mais bref.
Non, mais donc je sais pas trop. On va voir. Mais juste pour revenir sur Sandrine Gruda, on est d'accord qu'elle n'est pas blessée là. Elle est juste pas appelée. Non, elle n'est pas appelée. Ouais. C'est un choix sportif. Enfin, alors, je sais, elle a vieilli aussi, tout ce que tu veux, mais enfin, Sandrine Gruda. Ouais. Après, encore une fois, il y a la façon de faire, il y a le choix sportif qui peut s'entendre si c'est préparé de longue date, si c'est. Je trouve que ça s'entend. Alors, je sais que vous n'êtes pas super fan de Sandrine Gruda pour plein de raisons. En général, vous aimez pas. Mais vous, les Français, vous avez parfois du mal à aimer. On ne sait pas pourquoi. Genre, vous avez des gens dans le nez, et je pense qu'elle vous l'avez depuis un moment. Non, mais c'est parce que franchement. Annecy, elle a quand même été un peu en dessous, quoi. Non, mais c'est parce que elle joue pratiquement plus depuis 2 ans, en fait. Ouais. Et elle fait très peu de matchs, elle joue 40 ou 30% des matchs par an et elle joue très peu. Donc c'est surtout ça. Moi, ce qui me gêne dans Sandrine, c'est pas le fait qu'elle soit, c'est plutôt la com et le fait que on n'échange pas avec elle, qu'on n'essaye pas d'essayer de construire quelque chose et en tout cas de la mettre peut-être dans un autre projet, faire un peu comme vous aviez pris Anne Waters, tu vois. Voilà, mais ça que je pense. Ok, il y a plus ça, mais je suis d'accord qu'elle a apporté tellement, quoi. Et puis, je suis d'accord. C'est pas côté un peu service rendu où tu sais que tant que c'est pas un boulet non plus parce que c'est quand même des joueurs intelligentes qui ont des choses à apporter. En plus, clairement. Tu vois, si c'était juste quelqu'un qui était connu que pour son athlétisme et tu dis voilà, si tu lui enlèves ses jambes, il n'y a plus rien. Mais je veux dire, c'est quand même quelqu'un qui, en termes de mental, Sandrine Gruda, je veux dire, et pourtant, il y a des fois, je l'ai vraiment détestée, hein, réellement, je l'ai détestée. Je pense que c'est une des choses que j'ai le plus détestées de l'équipe de France. Elle a parfois regardé Emma d'une façon où j'avais littéralement envie de débarquer sur le terrain et tout, mais tu peux pas, enfin voilà, je sais pas, on dirait que le respect est mort dans cette équipe, en fait. Mais surtout dans la manière dont c'est la communication, c'est la communication surtout qui est mauvaise. Parce qu'après, encore une fois, si tu discutes avec ta joueuse et que ta joueuse n'est pas prête à faire les petits efforts qu'avait pu faire, tu vois, Anne quand elle a accepté d'être dans le roster en jouant moins, ça peut se comprendre. Mais là, le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de com autour, quoi. Donc c'est ça qui est un peu détestable. C'est le même cas pour Andy. Hein. C'est le même cas pour Andy Miem, j'insiste. Hein. Oui, parce que Andy, ils l'ont même pas prévenu. C'est-à-dire que Sandrine, ils ont au moins payé un expresso pour lui expliquer en 10 minutes qu'il ne la reprenait pas. Andy, de ce que j'ai compris, elle l'a appris quand la liste est sortie, en fait. C'était une capitaine de l'équipe de France, quand même, tu vois. Bon. Mais plus le scandale Marine Jeunesse qui a eu chaud aux fesses aussi. C'est ce que j'allais dire. En fait, c'est un enchaînement d'erreurs de communication ou de manque de plein de choses. Même avec Gabby Williams, hein, voilà, on a eu des infos quand même sur le sujet, sur la façon dont on lui disait qu'elle s'impliquait peut-être pas assez, alors que bon, elle avait une commotion cérébrale et machin. Bref, ça n'a absolument aucun sens. Donc au niveau de la communication, là, il y avait déjà de la pression sur la dernière compétition parce que faut rappeler que le front office et le coaching staff avaient quand même parlé de démission en cas d'échec. Je suis pas sûr qu'on puisse qualifier le dernier Euro en cas de non-victoire. En cas de non-victoire, voilà. Il n'y a pas eu de victoire. Il n'y a pas eu de victoire. Tout le monde est toujours là. Donc là, forcément, avec les JO à Paris, où tout va être très, très exposé, il y a une densité de talent encore gigantesque avec les équipes qui vont arriver. Donc, il y a une énorme pression. Après, on a dit plein de choses négatives, mais on va évidemment espérer que ça se passe bien. Sur le talent, encore une fois, on peut lister juste sur la liste d'effectifs, c'est assez entre Marine Johannes, Gabby Williams, Yana Rupert, il y a même des joueuses un peu plus émergentes aux yeux du grand public, Janelle Salin qui fait une saison magnifique avec Villeneuve, il y a plein de super joueuses. Pour le coup, c'est vraiment collectivement qu'on se pose des questions, et sur l'utilisation individuelle, tu l'as dit, Gis, de certaines joueuses, du rôle qu'on leur donne. Moi aussi, je me pose les mêmes questions, donc on va pas faire les défaitistes de base, mais c'est dur de se dire, c'est sûr, on joue une médaille, quoi. De toute façon, après, vous jouez chez vous, vous jouez à vos JO, et ça, c'est quand même aussi un truc qu'il ne faut pas négliger, qui va être chouette, par contre. Souvenez-vous, le Japon, dans les derniers JO, on ne pouvait plus entendre leur petit cri, je ne sais plus comment ça s'appelle, le truc horrible, préenregistré, c'était Defense, un truc, je ne sais plus ce que c'était, mais c'était dur. Mais ils étaient là avec leur truc, et je suis sûre que la France va trouver un truc comme ça pour... je ne sais pas, vous êtes chez vous, et ça, c'est quand même... avec du public, cette fois-ci. Oui, c'est ça, du public, ça va être bien quand même. Ça, vous avez un avantage, ça va booster. Ça, c'est certain que ça va booster. Et puis, encore une fois, on parle quand même de l'effectif, mais effectivement, on parlait de l'Australie. Vous avez un effectif où les 12 joueuses qui sont là, on peut mettre les 12 joueuses sur le terrain sans trop de soucis, sans voir de grosses différences ou de baisse de niveau. Je veux dire, bon, il y a la plus jeune, Dominique Malonga, qui est à la fois très jeune et à la fois qui est un espoir du futur pour la France. Donc voilà, après les interrogations,
enfin, on va pas tourner autour du pot, enfin, elle tourne autour du coach en fait. Du jeu surtout, enfin du jeu qu'il propose quoi. Bah, oui, c'est ça, de façon globale quoi, mais de ce que tu as dit, c'est-à-dire que il y a clairement des joueuses, je suis désolé, il sait pas comment il doit les utiliser. Enfin, c'est pas normal que Iliana Rupert se retrouve à être genre 10e rotation à 10 minutes comme elle était au dernier Euro, alors qu'en fait c'est peut-être une des joueuses qui pourrait être la pierre centrale presque du jeu, de l'attaque, oui, du jeu surtout en attaque. Voilà. Allez, Alexia, moi j'arrive pas à dire chérie, ça me saoule. Tant qu'elle ne nous assigne pas en justice parce qu'on ne l'appelle pas Alexia chérie, je continuerai de l'appeler Alexia Chartereau. Donc voilà, Alexia du coup, qui moi je trouve que c'est une fille qui de base quand tu lui files le ballon dans les bonnes positions en attaque, ça finit quasi toujours par un panier, elle est peu utilisée. Alors par contre, on sait bien que je pense Marine Johannes, Gabby Williams vont sans doute avoir souvent les clés, mais sur des exploits individuels, quoi. Donc ce qu'on a vu beaucoup par le passé, et je pense qu'il y a moyen de faire beaucoup mieux, avec cette équipe. Moi, effectivement, ce qui me fait peur, c'est que l'équipe soit coachée comme une équipe de jeunes en formation, comme le coach a parfois tendance à le faire, alors que c'est des filles qui, pour la grosse majorité, à part les quelques jeunes qui arrivent maintenant dans l'effectif, mais qui sont des filles qui ont tout vécu au niveau international, que ce soit en club ou en sélection, quoi. Je veux dire, Marine Johannes, elle a 29 ans, elle en a vu plein. Valériane, on n'en parle même pas. Sarah Michel, moi j'ai des frissons dès qu'elle est en face. Gabby Williams, en plus c'est une caution athlétique énorme. Enfin, je veux dire, il y a vraiment des joueuses qui ont. L'équipe est belle. L'équipe est belle, oui, tout à fait. Mais de toute façon, je pense que le projet de jeu, ça va être de défendre fort, de faire beaucoup de rotations et d'espérer que Marine Johannes et Gabby Williams fassent des miracles en attaque, quoi, sur des exploits individuels. Ça va être ça le projet de jeu, c'est ce qu'il essaye de mettre en place. Donc on va voir si ça suffira pour. Encore une fois, moi je suis pas sceptique du tout pour le premier tour. Je suis même pas trop sceptique pour le quart de finale, parce que je pense qu'on va tomber sur une équipe qui va être, à mon avis, un peu, abordable. Par contre, ils veulent une médaille en fait aujourd'hui. La France veut une médaille quoi dans ces JO. Et là, par contre, j'ai un petit peu plus de mal quand l'adversaire va être très très fort quoi. Mais je pense que ça suffira pas quoi, ce genre de plan de jeu. Le problème avec ce système de jeu, c'est qu'est-ce que tu fais si le match devient serré à un moment et de nouveau, encore une fois, quoi, comme on en parlait pour l'Espagne tantôt, il y a un moment quand t'es dans le dur, c'est quoi tes certitudes? Alors ok, tu peux filer la balle à Marine ou à Gabi, mais il faut quand même les aider un petit peu autour. Enfin, je sais pas, poser un écran, avoir une coupe quelque part. Mais du coup, vous les voyez devant l'Australie ou pas? C'est ça la question. Moi, dans ce groupe, je les vois derrière. Je vois l'Australie première et la France deuxième, mais par contre, je pense que ça se qualifie sans trop de soucis face au Canada et au Nigeria. Je pense. Ouais, je pense que c'est difficile à voir. Ça va jouer le match entre les deux, je pense, entre la France et l'Australie. Donc le dernier match, le dernier match de poule, ça va être. Ouais, je pense que les deux, le Canada et le Nigeria, à mon avis, vont prendre de l'écart même contre les deux équipes, je pense. Donc je pense pas que ça jouera au point avérage, ça va vraiment jouer sur le dernier, je pense, entre les deux, quoi. D'accord. Bon, un peu de. Mais je sais pas, ouais. Je sais pas. Moi, j'ai mis plutôt l'Australie en premier. Ouais. Je pense quand même qu'il y a l'effet JO, j'y crois. Franchement, ça, enfin, il y a moyen quand même que l'équipe soit. Ouais, mais vous pouvez porter votre équipe un peu aussi, hein. Ouais, mais Steph qui nous incite à porter la France, non mais. Ça peut faire l'effet inverse aussi d'être à domicile. Hein. Il peut y avoir plus de pression aussi. Tout dépend de la quantité de pression qui est mise aussi sur le groupe, quoi. De résultats. Tout dépend du public. Soyez un bon public. Voilà. Moi, j'y suis pas, hein, donc tu peux, en même temps, vu les prix, en même temps, compliqué. Vous qui nous écoutez, scandez défense pour ridiculiser les Japonais des derniers JO. Et encourager évidemment les filles, mais de toute façon on les encouragera évidemment, on espère que ça se passe bien. C'est juste que... Oui, après on est critique parce que l'équipe a les qualités de faire beaucoup et parce qu'on a envie et qu'on a envie de les voir performer, parce que là effectivement c'est vrai qu'on pourrait presque croire qu'on les voit moins fortes que le Canada, c'est pas du tout ça l'histoire. C'est juste qu'on a envie de les voir et qu'on sait que par rapport à ce que l'équipe a montré dernièrement et même ici en prépa récemment, l'équipe peut beaucoup mieux, et donc c'est peut-être pour ça qu'on peut paraître critique, mais la France ça reste normalement une équipe qui est censé aller dans le tableau final, et c'est là qu'on espère les voir réussir à faire cliquer tout bien comme il faut, quoi.
C'est nothing but love. Il faut se qualifier en quart et il y a 2 matchs à faire quoi, pour aller à la médaille. Quoi. Ouais. On verra bien ce qui va se passer dans ce groupe B qui est quand même qui s'annonce quand même un peu accroché, avec donc l'Australie, la France, le Canada et le Nigeria. On passe aux choses sérieuses entre guillemets, avec le groupe C, le groupe de la mort. Le groupe de la mort, on peut pas dire autrement, hein, parce que les 4 équipes quand même ont toutes des prétentions logiques. Alors il y a des niveaux hein, évidemment entre ces 4 équipes. Je dis pas qu'elles sont toutes au même niveau. On a donc l'Allemagne, le Japon, les États-Unis, Team USA qui sera là évidemment, et la Belgique, les Cats. Par quoi on peut commencer? On fait comme avec les Bleus. Je vais redonner le petit programme télé. Des 2 équipes hein, ici, parce qu'on suit les deux évidemment chez Swiss Fish. On a d'abord le lundi 29 juillet où on a Allemagne-Belgique, match qui va déjà être capital à 13h30. Et ensuite USA-Japon à 21h. Le jeudi 1er août, on aura un très beau Belgique-USA 21h et normalement avec Gis, on devrait le commenter en live d'ailleurs parce que ça tombe un jeudi, c'est parfait. Et le dimanche 4 août, on aura donc un Japon-Belgique à 11h et un Allemagne-USA à 17h15. Moi j'y serai. Allemagne-USA ou Japon-Belgique? Japon-Belgique. Japon-Belgique. Ah, la frimeuse. J'aime me faire mal. J'ai envie de retourner voir le Japon contre la Belgique. Ouais, c'est vraiment c'est vraiment ça. Voilà, revoir Takada, tout ça. Voilà. C'est ça. J'ai besoin de refaire le process. Éventuellement, j'aurai une photo de Kim Mesdak à côté de moi. Je ne sais pas encore. Un truc comme ça. Quoi. Commençons par le Japon, alors, puisqu'on est sur le cas des Japonaises. Une équipe avec un style de jeu détonnant. Ça va très vite, ça shoot. C'est enthousiasmant quand c'est pas toi qui es en face, quand c'est pas ton équipe qui joue. Qu'est-ce que là sur le Japon, on sait qu'elles aussi sont dans une phase de transition. C'est plus le même coach. Tomova c'est parti coacher les garçons. Il y a quand même des joueuses qui étaient là sur les aventures précédentes. Il y a le retour de Rui Machida qui était absente ces derniers temps, qui va réintégrer l'effectif, qui est toujours recordwoman du nombre de passes décisives sur des Jeux Olympiques. Avec, je crois que c'était 18 passes contre la France, si je ne m'abuse, ça devait être contre nous, logiquement. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Voilà, donc c'est une équipe redoutable qui semble quand même un peu en dessous, notamment des États-Unis et de la Belgique. On parlera de l'Allemagne après, mais qu'est-ce qu'on peut dire sur ce Japon version 2024 ? C'est pareil que les autres, on ne sait jamais parce qu'elles jouent, enfin très peu jouent, elles jouent au Japon, donc tu les vois pas jouer. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Tu supputes, et puis quand tu les vois arriver, soit tu as bien supputé, soit tu as mal supputé, et tu te prends des pluies de 3 points et tu pleures. C'est ça, on va quand même avoir l'honnêteté intellectuelle de dire que c'est pas l'équipe qu'on suit le plus. Par contre, ce qui est vrai, c'est que les derniers JO où elles avaient été très bonnes, et puis derrière, elles ont eu... je sais plus un moment de flottement, alors il y a eu le changement de coach aussi, peut-être que c'est ça. Par contre, ici, dernièrement, elles ont l'air de reprendre du poil de la bête, comme si c'était une bête qui se réveille tous les 4 ans, là, tu vois. On est là, en fait. Et en même temps, l'effectif, il a quand même été pas mal renouvelé. Il y a quand même quelques jeunes de 23-24 ans qui arrivent comme ça. Donc là, pour le coup, on n'a aucun retour sur ces filles-là, à savoir ce qu'elles font, enfin... Voilà, on va être très honnête. Par contre, les anciennes, elles sont toujours là. Hein. Maki Takada, elle est là. Rui Machida, elle est toujours là. Nana Katodo, elle est déjà là. Non, ça c'est une jeune. Il y a les deux Maouli aussi qui sont là normalement, les deux sœurs Stéphanie et l'autre dont le prénom m'échappe. Evelyne. Evelyne, voilà. Evelyne. Non, Yuki Miyazawa, c'est ça. Donc voilà. Je pense que, à moins qu'elle n'ait changé du tout au tout et qu'on soit complètement surpris et qu'on commence à avoir du grind et du jeu au poste, je pense juste que ça va shooter, à 3 comme jamais. Et ça travaille bien à l'entraînement, donc ça les met quand même souvent. Après, ça dépend quand même de l'adresse. Donc voilà, on espère que la fluctuation de l'adresse extérieure soit plutôt à l'avantage dans le bon sens. Il y a encore 2-3 joueuses, j'ai regardé dans la liste l'autre jour, il y a encore 2-3 joueuses qui sont issues du basket 3-3, enfin qui ont beaucoup joué en 3-3. Mai Yamamoto notamment, super joueuse de 3-3. Je crois que les Maouli ont aussi pas mal joué en 3. Je crois qu'au dernier JO, il me semble que l'une des deux... Elles n'étaient pas dans le 5-5 dans les derniers JO, donc peut-être bien qu'elles étaient... ouais. Donc ça s'appuie aussi là-dessus. Takada, t'as l'impression que oui, c'est Michael Jordan à chaque fois qu'il y a une compétition internationale. Elle nous fait cauchemarder. Elle est listée comme pivot, elle. Oui.
Bah, c'est la plus grande de l'équipe. Mais en même temps, il n'y a pas de pivot au Japon. En fait, il n'y a pas de pivot, ouais, c'est ça. Ça joue que fer à cheval. 1m83. C'est ça. Ça drive, ça sort la balle. Non, il y a 1m85 pour Imawari Akao. Très bien. Donc, c'est pas la plus grande. Small ball pour le Japon, ça devrait pas changer à mon avis. Machida 1m61. Machida que t'as quand même pu observer de près, Flo, pendant quelques mois sur une saison de WNBA. Moi, ça reste une joueuse que j'adore, même si ça n'a pas été très simple pour elle en WNBA, mais même les petits flashs qu'il y avait eu, c'était quand même plaisant, je trouve. Très bien pour le Japon. Donc pour le Japon, c'est toujours le mystère en fait. On va encore nous dire, on va encore se dire, on ne sait pas, on va voir. Ouais. On risque de se faire allumer, mais. Ouais. On va pas faire semblant non plus en mode nous, on regarde. On se lève déjà pour regarder les États-Unis. Si même regarde pas le basket japonais, on n'y peut rien là. Si même lui il le fait pas, c'est que personne le fait. Okay, sur la jauge, t'as Gis, ok, il regarde pas, c'est bon. Mais c'est parce que c'est pas diffusé, sinon si c'était. Ah bah sinon c'est évident. Non, je pense pas là quand même. Au bout d'un moment, en plus c'est un fuseau horaire qui est pas bon, c'est dans l'autre sens en plus. Je suis pas habitué à ce fuseau horaire là, tu vois. Le basket asiatique. Hein. Voilà. Ouais, c'est ça, tu vois. C'est ça. Les Français, le basket asiatique, tu vois, ça y est. C'est ça. Autre équipe de ce groupe, une équipe aussi un peu mystérieuse parce qu'il y a quand même du talent, il y a certes un petit manque d'expérience collective, mais il y a quand même de quoi faire, c'est l'équipe d'Allemagne avec Satou Sabali qui, si je ne dis pas de bêtises, c'est sa première compétition internationale ou elle avait fait le... Elle avait fait chez les jeunes, mais je crois pas qu'elle en ait fait... mais pas chez les A, ouais, c'est ça. Il me semble pas. Elle avait dû faire une qualif, je me demande s'il n'avait pas fait la qualif au dernier JO, je crois, pour Tokyo. Mais l'Allemagne n'y avait pas été. Bah là, Satou et sa sœur Niara sont dans l'effectif pour ces Jeux Olympiques. C'est plus la même joueuse, quoi. C'est plus la même chose, elle est devenue, elle fait partie je sais plus où on l'avait mis dans le dernier Power Ranking, mais quelque chose comme 6 ou 7, non ? 6. Ouais, hein, c'est ça, donc c'est quand même très très solide. Et il n'y a pas que les sœurs Sabali dans l'équipe, évidemment, il y a des joueuses dont certaines sont en WNBA aujourd'hui, Léonie Fibiche qui joue à New York, il y en a qui sont passées aussi, soit par des très très bons championnats européens, soit par la WNBA. Est-ce que cet effectif vous fait peur ? Fan des Belgian Cats, je m'adresse à vous deux. Est-ce que cette équipe d'Allemagne vous fait peur ? Ça me fait pas peur, mais faut être sérieux, quoi. Ouais, il y a plus effrayant dans le groupe, mais il y a personne que je prendrais de haut au JO. Outre Team USA, c'est peut-être la seule équipe qui a une joueuse qui regarde Emma Messman dans les yeux, le niveau de Satou Sabali. Alors elle sort de blessure, donc ça c'est la grosse inconnue, c'est de savoir son niveau, le rythme avec lequel elle va arriver. Mais l'année passée, Satou Sabali, si Dallas avait pas fait n'importe quoi collectivement, et encore, elles finissent quand même 4e, mais je veux dire, Satou Sabali porte l'équipe et jouait intrinsèquement à un niveau MVP. Elle a eu des votes pour le MVP. Elle a eu des votes pour le MVP, donc Satou Sabali, l'année passée, elle n'a pas été blessée, elle a fait une saison complète. C'est une joueuse ultra complète qui fait de tout sur un terrain. Donc, tout en étant en plus une joueuse athlétique qui vient plutôt de l'école américaine de jeu et tout ça. Donc, voilà, il y a quand même cette grosse inconnue-là. On a sa sœur Niara Sabali qui fait des choses plutôt très très sérieuses à New York. Plus, comme tu le disais, des joueuses qu'on connaît aussi. Alexis Peterson. Une joueuse de Namur Capital. Oui. C'est ça qui change beaucoup de choses aussi, c'est la naturalisation d'Alexis Peterson. Ouais. Parce qu'elle manquait quand même de création sur les postes extérieurs, c'était quand même très léger. Et là, quand même, tu naturalises une Américaine qui joue, que nous on connaît bien parce qu'elle joue depuis des années en France, elle joue à Basketland cette année, qui joue l'Euroleague régulièrement, qui est une forte joueuse. Hein. Donc ça amène du talent sur un poste où elles étaient quand même un petit peu très très limitées, pour pas dire. Il y a eu des années où c'était à la limite des joueuses pro qui étaient sur le backcourt de l'Allemagne. Là, tu as quand même une joueuse costaude, quoi. Ouais. Donc bon. Pour revenir sur ta question par rapport à la Belgique, moi ce qui me fait peur dans l'opposition vraiment précise avec la Belgique, c'est que l'Allemagne a un vrai gros secteur intérieur en fait, et que donc dans cette confrontation-là, la Belgique, c'est pas là-dessus qu'on est le plus fort. Après, il y a encore des inconnus, dans le sens où les sœurs Sabali, elles n'ont pas souvent joué avec ça, elles n'ont pas pu faire la prépa non plus parce qu'elles jouent en WNBA, donc elles vont arriver vraiment au dernier moment. Donc ça veut dire que les automatismes
qu'est-ce qu'ils vont être, on ne sait pas trop. Satou Sabali, comme je le disais, sort de blessure. Donc voilà, ça reste quand même une équipe qui, elle, pour le coup, va découvrir ce niveau de compétition pour la première fois. Il y a des joueuses qui n'ont pas cette expérience-là, mais c'est pas un adversaire où tu dois pas le prendre à la légère, surtout qu'en plus, c'est ton premier match de la compétition pour revenir sur la Belgique, et que du coup, ça peut être le match qui va peut-être faire un peu la différence, parce qu'on sait bien que dans ce groupe-là, il y a Team USA qui est pas touchable, pour ainsi dire. Donc, si tu te foires contre l'Allemagne au premier match, tu peux avoir un tournoi très compliqué derrière parce que tu vas avoir une pression énorme, quoi. Donc voilà, non, c'est un gros candidat. C'est quand même une nation un peu montante du basket féminin. Donc ouais, c'est intéressant. Après, la Belgique doit avoir ses certitudes, je pense. C'est clair, c'est clair. Ouais, en termes de cohésion de jeu, la Belgique est quand même 3 niveaux au-dessus parce que voilà, c'est une équipe avec des pièces ajoutées qui vont sans doute bien s'y mettre, mais la Belgique, c'est un puzzle pour rendre, quoi. Ouais. Deuxième meilleure équipe du monde. Absolument. On va bientôt y venir, ne vous inquiétez pas. Après avoir parlé du Japon et de l'Allemagne, je pense qu'on va parler de Team USA, ça va aller vite. C'est vraiment, on est tellement... On parle même pas de Team USA à la fin, quoi. C'est vraiment pour nous, on va parler maintenant... Allez, ils sont pas mal. Pour le watch time, je sais pas si c'est parce que, ok, nous, on est très contents de parler de la Belgique à la fin, hein, mais... Ouais, il n'y a pas grand-chose à dire, de toute façon, sur Team USA. C'est ça, je vais rappeler ce que tu nous as mis dans tes petites notes, où tu nous as mis, tu sais, joueuse à suivre, point fort, point faible, tu as quand même marqué point fort, tout, point faible, rien. Donc, Gis qui aime bien détailler, qui est quelqu'un qui peut être expansif dans l'analyse basket. Point fort, tout. Point faible, rien. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette équipe ? Voilà, vous avez vu cet effectif ? Oh putain. C'est extrêmement violent. Est-ce que l'un de vous a l'effectif sous les yeux, on peut à peu près le faire de tête, mais... je peux te le donner. Oui, allez, fais-nous un peu donner, Steph. Non, ouais, vas-y, Steph. Vas-y, Steph. Tu l'as devant les yeux. Chelsea Gray, Sabrina Ionescu, Jewel Lloyd, Kelsey Plum, Diana Taurasi, Jackie Young, Nafisa Collier, Kalea Copper, Brianna Stewart, Alyssa Thomas, Brittany Griner, Adja Wilson et petit coach qui débute, Cheryl Reeve. Voilà. Ils ont même pu se permettre... sur le banc, Mike Thibault, Cara Lawson, il n'y a pas longtemps, il y a encore Kurt Miller. Alors Kurt Miller, il est là, mais il vient avec je sais plus qui, juste pour faire du scouting, donc il va aller boire des cocktails pendant les... Ça n'a absolument aucun sens, quoi. Cette équipe n'a aucun sens. Ouais. Il y a la moelle épinière des Las Vegas Aces, il y a quasiment la meilleure joueuse de chaque autre équipe. Ouais, en fait, c'est ça, ils ont jamais cherché, mais il manque Caitlin Clark. Voilà. Il y a eu des discussions sur Caitlin Clark, mais d'une, elles n'ont absolument pas besoin de Caitlin Clark, et de deux... laissons cette pauvre fille se reposer un peu. Laissons se reposer, et puis il y a des joueuses, il y a quand même des joueuses devant qui sont là depuis quelques années, qui ont plus d'expérience et de régularité que Caitlin Clark. Elle y sera bien assez vite, ne vous inquiétez pas. Elle sera peut-être l'affiche au JO de Los Angeles dans 4 ans. Alors après, je sais qu'on en a même discuté entre nous, s'il y avait une wildcard éventuellement, elle a été donnée à Diana Taurasi, dont on est très content qu'elle ait eu cette wildcard. Hein. C'est sûr que sportivement, elle n'est pas dans les 12 meilleures joueuses WNBA, mais voilà, elle peut faire et elle va sans doute faire quelque chose d'historique avec une 6e médaille d'or olympique. Et puis elle va mettre l'ambiance, et puis voilà, ça reste appréciable. Ce qui est complètement dingue dans cette équipe, c'est que donc on a en gros le trio de MVP des 3 dernières années, entre lesquels on hésite chaque année, à savoir Adja Wilson, Alyssa Thomas, Brianna Stewart. Et si on prend sur cette année-ci, on peut rajouter en plus dedans Nafisa Collier, Kalea Copper, et Sabrina Ionescu, qui sont aussi des joueuses qui ont le niveau MVP cette année-ci, en tout cas qui rentrent dans la discussion. De quoi on parle en fait En fait, on sait presque plus quoi dire, parce que ça fait vraiment fanboy ou fangirl. En même temps, qu'est-ce que tu veux? C'est vraiment les meilleurs, en fait. C'est vrai. Enfin, c'est comme la Dream Team de 92. Qu'est-ce que tu veux dire face à ces joueurs-là? Et ce qui est dingue en plus, ouais, tout à fait, parce que ce qui est dingue, c'est que là où parfois tu peux avoir par exemple les mecs qui jouent avec une certaine facilité, là je veux dire tu vas avoir Adja Wilson, Alyssa Thomas, qui sont des joueuses qui vont mettre une pression défensive énorme. Jackie Young, elle fait ça aussi. Jewel Lloyd, si tu la pousses un petit peu, c'est possible. Bon, Diana Taurasi, non. Mais
Elle est là pour visiter Paris, prendre sa médaille. Voilà. Je sais pas le temps de jeu et le rôle qu'elle va avoir, mais encore que, attention, que offensivement, à partir du moment où, si offensivement, Diana Taurasi, elle joue entre Chelsea Gray et Jackie Young, si elle reçoit le ballon, il n'y a pas de souci. Elle est encore à 16 points de moyenne en WNBA. Donc ça sera filoche, quoi. Donc, non, effectivement, en fait, c'est difficile. C'est une équipe qui peut jouer dans tous les styles de jeu, qui peut jouer grand, qui peut jouer petit, parce que en plus il y a le retour de Brittney Griner qui n'était pas là aux dernières sorties de l'équipe. Brittney Griner, je rappelle qu'elle fait quand même 2,06 m, ça aide au basket d'être grand. Et si à un moment tu veux faire un small ball où tu joues avec A'ja Wilson en pivot comme elle le fait, small ball, elle fait 1m96 quand même, ça va. Mais, non, tu peux même jouer avec Alyssa Thomas au poste 5. Et tu peux jouer avec Alyssa Thomas. Si tu veux courir, non, c'est. Puis c'est Cheryl Reeve qui coach. Hein. Oui, voilà. C'est pas non plus là. Enfin, on sait qu'elle va pas se planter, quoi. Non, c'est. Franchement, c'est pas qu'on veut tuer le truc mais c'est injouable, c'est tout. Mais voilà, après, ça va être beau et c'est injouable, mais ça va être, voilà, c'est comme tu disais, c'est vrai, c'est important. Elles viennent pas non plus en prenant les gens de haut ou en... Non, elles vont faire leur match, elles vont assurer, elles vont... Voilà, et je pense quand même qu'elles ont eu quelques petites frayeurs, notamment contre la Belgique, etc. Donc, elles savent aussi que il faut... Voilà, en face, elles sont à un niveau au-dessus, mais en face, c'est pas dégueulasse non plus. Et donc, franchement, ça va être un plaisir, en fait. Non, mais elles respectent beaucoup les Belges, hein, avec le match qu'il y a eu à Anvers. Mais tout le monde, même. Mais de toute façon, tout le monde. Je pense qu'elles se connaissent. Hein, il y a beaucoup de joueuses qui jouent aussi ensemble, hein, comme elles viennent en Europe, etc. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'en plus, là, contrairement au mois de février, où quand elles ont joué la Belgique, c'est qu'elles sont en plein rythme. Oui. Elles sont en pleine saison WNBA, où en ce moment, ça castagne de tous les sens dans toutes les équipes, là. Elles vont arriver, alors qu'il y a des équipes quand même qui vont être en reprise totale. Là, elles manquent pas de rythme du tout. Hein, donc, quand tu vois le niveau là, de Julie Lloyd, par exemple, parce qu'elle avait été un peu off au mois de février quand elle avait joué les Cats, mais là, en ce moment... Elles vont se faire un petit match samedi soir pour prendre un peu de rythme collectif. Puis le niveau d'A'ja Wilson en ce moment, là, si elle n'applique rien que la moitié du niveau qu'elle fait en WNBA... C'est un peu indécent, ouais. Voilà. C'est le terme. Donc cette équipe de Team USA voilà, qui s'avance en énorme favori de ce tournoi. Derrière, on est globalement d'accord, sauf Flo qui ne veut absolument pas mettre l'œil à ces chers Belgian Cats. Mais si, je le pense. C'est juste que j'aurais préféré tomber dans un autre groupe, quoi. Oui. Tu vois, si on est dans le groupe A, autant le groupe A, il me faisait peur il y a 5 ans, autant cette année-ci, c'est pas la même, quoi, tu vois. C'est clair. Même la Belgique a changé de dimension aussi entre-temps, quand même, depuis la victoire. Clairement. Ouais, tout à fait. Non, mais puis on fait une préparation franchement top. Non, c'est clair. Alors, il y a eu quand même beaucoup de sacrifices, justement. Enfin, j'anticipe déjà. Vas-y, fais ta transition. Non, j'allais juste dire, parlons de la Belgique, justement, mais de quel sacrifice tu voulais nous parler? Sacrifice, je veux dire, il y a vraiment les joueuses belges ont fait ce qu'elles font très souvent. Elles ont vraiment choisi, à part Julie Van Loo qui est en Women NBA, elles sont toutes actuellement, leur focus, c'est les JO de Paris. Pour arriver fraîche et dispo. Donc, Emma, Julie, elle n'avait pas le choix parce qu'elle s'est blessée. Mais il y a quand même, c'est le focus. On va pas se mentir, c'est Emma la locomotive de l'équipe et elle a vraiment, comme d'habitude, décidé que ce serait sa priorité de cette année. Et quand Emma veut, Emma peut. Emma Messman qui est l'un des points forts de l'équipe, évidemment, la meilleure joueuse européenne, l'une des meilleures joueuses de la planète, encore plus dans un contexte de basket FIBA. Qu'est-ce qui peut donner confiance aux fans des Cats sur le fait que nous on pense que c'est la deuxième meilleure équipe du monde et qu'elles peuvent aller jusqu'à la deuxième place, jusqu'à la médaille d'argent et embêter un peu Team USA s'il y a une éventuelle finale pour qu'il y ait un peu de suspense. Quelles sont les choses qui vous rassurent sur ce que vous avez vu dernièrement chez les Cats? C'est ça, c'est regarder dans le rétro en fait. Quand tu vois les dernières prestations des Cats, tout va bien. Maintenant, si tu regardes les derniers JO, déjà t'es moins franc parce qu'il y a eu des moments difficiles. Et puis, la médaille d'or de la Coupe d'Europe, on ne va pas se mentir, il y avait certaines équipes qui étaient un peu en deçà aussi. Là, j'ai l'impression que tout le monde vient avec le couteau entre les dents. Et puis, de plus en plus, on sort de notre rôle d'outsider dans lequel on adorait être, la petite Belgique, etc., être numéro 2. Mais vas-y pour la pression, quoi. Donc, et dans notre équipe, il y en a quand même
certaines qui n'ont pas cette habitude, cette expérience. Et là, elles vont vraiment être méga super attendues au tournant et de plus en plus. En fait, plus c'est attendu au tournant, plus c'est difficile, tout simplement. Donc, ce qui est rassurant, c'est de voir que, les derniers matchs des 4, c'était très bon. Ce qui est flippant, c'est l'attente qu'il y a autour de ça, quoi. Ouais. Moi, je pense que ce qui est rassurant, c'est la structure de jeu. C'est une équipe qui sait ce qu'elle doit faire. Ouais. Les hiérarchies les rôles sont très bien répartis. Chaque joueuse fait ce qu'elle sait faire. L'inquiétude ou l'incertitude, elle est peut-être sur la main au sens large, c'est-à-dire il y a le retour de Julie Allemand où elle a quand même eu une blessure assez tard, donc elle a pas fait, à ma connaissance, elle n'a pas encore fait de match de prépa, à moins qu'elle ait fait celui de dimanche, mais je suis pas sûr. Mais bon, par contre, vendredi, je l'ai vu marcher, elle boitait pas, il y avait rien, mais je pense qu'ils essayent de la préserver au maximum. Mais du coup, je sais pas trop avec quel rythme elle va revenir. Julie Van Loo, elle est en pleine bourre à Washington, donc il n'y a pas de souci. Mais par contre, là, il y a quand même la question de savoir est-ce qu'elle va pas arriver avec un peu de fatigue, comment ils vont gérer son retour et son arrivée. Par contre, du coup, c'est bien, c'est qu'en préparation, ça a donné pas mal de temps à Elise Ramette et qui montre que même si elle, pour le coup, elle est en troisième, je vais dire, dans la hiérarchie, enfin, ça dépend parce qu'on joue beaucoup avec les deux Julie en même temps, mais comme option de remplacement, je vais dire, elle tient la baraque, donc globalement, ça va, mais c'est vrai que faire les JO avec une Julie à 100% ou avec une Julie à 50% ou sans Julie, c'est pas la même chose. Par contre, pour le reste, on a une Emma qui, enfin encore vendredi, quoi, elle te donne l'impression que tout est facile, que moi je peux le faire, alors que non, je peux pas le faire et que personne peut le faire en fait. Et on a ri pour la petite histoire en allant voir le match parce qu'il y a dans la raquette, il y avait un rectangle avec le sponsor. Et il était juste à l'endroit où, vous savez, le petit 4 mètres à 45 où elle manque pas un tir là. Où elle manque pas un tir, et on a rigolé en se disant en fait ils lui ont fait un rectangle avec le sponsor pour lui dire c'est là que tu dois être pour marquer en fait. Et ce que j'aime bien moi dans cette équipe en plus pour terminer, c'est un peu les joueuses qui sont apparues entre autres pour le dernier Euro. Maxu est là. Les joueuses de Villeneuve quoi. Maxu et Betty qui sont du coup les deux joueuses de Villeneuve, qui sont des joueuses qui amènent quelque chose qui manquait peut-être parfois par le passé à la Belgique, c'est-à-dire un peu de seul, un peu de combativité. Depuis que Betty Moulouka est là, on n'est plus une équipe qui se fait maltraiter au rebond, alors qu'avant c'était quand même souvent un de nos péchés mignons. Et donc voilà. Et pour la petite histoire, je suis très content aussi de voir Laure Résimond de retour parce que ça te fait juste une petite fille à mettre à 45 ou dans le corner et quand tu sors, la plupart du temps, elle est quand même sur des pourcentages au shoot assez sympathiques. Donc si ça permet de donner de l'espace, même si elle sera 11e, 10e joueuse de l'effectif, mais non, c'est un effectif très chouette et voilà, je pense que le seul problème, c'est d'être tombé dans ce groupe-là qui ne nous donne pas le droit à l'erreur, mais je pense que l'équipe a les épaules pour quand même y répondre. Moi, je suis encore sous le choc du match que j'ai vu, qu'on a vu ensemble au TQO, Flo. La qualité de jeu, alors je ne sais pas si c'est amplifié par le fait d'avoir été... criait très fort, en fait. Alors, il y avait l'ambiance qui était... Voilà, j'étais à deux doigts de me faire des peintures aux couleurs de la Belgique et de demander la naturalisation immédiate, mais juste sur la qualité de jeu, l'altruisme, le plaisir de jouer ensemble, c'était invraisemblable. Je veux dire, on l'avait déjà vu, on a regardé plein de matchs ensemble à distance et tout, et je pense que ça a été amplifié par le fait qu'on était sur place, mais il y a vraiment quelque chose que je retrouve dans aucune autre équipe nationale et qui fait que ça leur apporte quand même des certitudes. Je pense que Julie Allemand sera à un niveau suffisant pour... je veux dire, on connaît son mental, on connaît sa personnalité. Si elle vient, c'est qu'elle va tout donner et qu'elle sera en mesure d'aider l'équipe. Pour moi, il y a tellement de certitudes autour de l'équipe que... Puis même, je veux dire, même au niveau du coaching, quand même, Rachid Méziane, il est sur une lancée invraisemblable aussi. Il y a tout qui lui réussit en club, en sélection. Je pense que la Belgique a trouvé ce qu'il fallait, a trouvé la formule, et maintenant, il n'y a plus besoin de... Je comprends que la position d'outsider est intéressante et avantageuse. Les Français, parfois aussi, ont profité de cette situation. Là, c'est plus le cas. Mais j'ai du mal à ne pas être démesurément ambitieux pour les Cats. C'est l'équipe qui joue le mieux au monde. Hein. Ouais. Je parle bien de niveau de jeu proposé. C'est l'équipe qui joue le mieux au basket. C'est pas forcément l'équipe qui a le plus de talent à tous les postes, mais par contre, en termes de jeu, de production de jeu, moi, je vois pas une équipe qui est capable de produire, comme tu l'as dit, le match contre Team USA. La balle circule tout le temps. Ouais. C'est que des prises de bons tirs.
Puis bon, Emma, vous avez une des top 5 meilleures joueuses du monde. Hein. Ouais. Et faut le dire, moi je pense qu'elle est dans la discussion des filles comme Nafissa Collier, comme tout ça. Hein. Alors, dans un style de jeu différent, parce que c'est pas une américaine, voilà, mais dans l'intelligence de jeu et dans ce qu'elle propose, voilà, c'est top, quoi. Donc, moi je pense que vous avez à avoir peur de personne, vraiment, vraiment. Et que la confiance de l'euro, de montrer que vous avez pu gagner, ça a fait un déclic, je pense, mental pour toutes les filles de cette équipe, quoi. Et alors en plus, on joue pas à domicile, mais à la fois, c'est à 2 heures de la maison. Ouais. Quoi. Donc, ouais, Lille, c'est pas loin, c'est clair. Ouais. J'espère que les Belges n'ont pas trop été radins comme moi et que. Et même Paris pour la phase finale, au final, tu vois. Oui, ça va. Mais non, mais Lille, c'est vraiment pour le coup la porte à côté, mais même Paris, c'est Paris, c'est pas loin, quoi. Non. Donc j'espère qu'il y aura un bon contingent belge dans le public, quoi. Il y en avait plein à l'Euro 2021, par exemple, à Strasbourg, quand j'y suis allé, il y avait plein de Belges et c'était Strasbourg. Donc j'imagine quand même que pour les JO, il y en aura pas mal quand même. Ouais. Écoute, j'essaierai de crier pour plusieurs. Mais on te fait confiance. Kiki Alors dans ce groupe, alors le rapport si on essaie de trouver un semblant de classement sur le rapport de force. Team USA en 1, on est d'accord? Ouais. La Belgique en 2, on est d'accord? Ouais, quand même. Bon, et allez, dis-le, Flo, dis-le. Ah oui, mais non, mais je le pense, mais voilà, j'ai pas dit que j'étais rassuré, mais c'est pas grave. Hein. Tu veux pas faire comme les Français juste avant la Coupe du Monde, juste avant la Coupe du Monde la dernière Coupe du Monde de basket. Moi, je reviens pour la médaille ou rien. Faut juste éviter le Satu Game, quoi. Faut pas que ça vous tombe dessus, quoi. C'est ça. Faut que ça tombe contre le Japon ou contre Team USA, mais pas contre vous, quoi. Ouais. Parce qu'il faut pas qu'elle en colle 40, quoi. C'est juste ça, mais c'est ça qui me fait peur avec l'Allemagne, hein, c'est pas le. Voilà. Je pense que collectivement, vous avez de quoi les détruire sur plein de postes, mais par contre, il faut éviter ça, quoi. Un peu le match contre la Bosnie avec Jonquil Jones, quoi. On va lui coller Betty Mununga aux fesses et puis voilà, c'est tout. Hein. Mission défensive. Ouais, Antonia aussi, peut-être aussi. Et Antonia aussi, très bien. Elle avait été pas mal défensivement. Je me demande si elle vient pas de devenir la joueuse la plus. Celle qui a fait le plus de prestations sous le maillot des Cats. Ah, la plus capée? Ah, d'accord. C'est bien possible. Il faudrait que je vérifie pour pas dire de bêtises, mais je me demande si j'ai pas vu passer ça il y a pas longtemps. Sacrée joueuse. Ouais, sacrée joueuse. Franchement, c'est une sacrée joueuse. Ah, c'est une stabilité, je trouve. Elle est constante tout le temps. Et la discrétion, vraiment, c'est jamais où tu vas faire et en même temps, après, tu regardes ces lignes de stats, tu fais voilà. C'est une sacrée joueuse. Ouais. Je comprends pas qu'elle mette autant de shoot avec un geste aussi lent. Ouais, par contre, ouais. Mais que les balles, en fait. Ça lui va. Moi, je suis très content, en fait. Peut-être que les balles arrivent dans les bons timings aussi, tu vois. Ça permet d'avoir du temps pour tirer aussi, quoi. Mais. Et donc, dans ce groupe, après, derrière la Belgique, donc l'Allemagne devant le Japon, quand même, on est à peu près d'accord? Moi, je mettrais l'Allemagne devant le Japon. Logiquement, même si. Voilà, on prend à nouveau les Japonaises de haut si elles veulent nous faire mentir. Alors, moi, je vais dire le Japon. S'ils nous écoutent, non, on vous a pas pris de haut. Non, pas encore sur nous, s'il vous plaît. Donc, non. Je pense que le Japon. Quand je vais voir leur match, je veux pas encore subir ça. Donc, mesdames, s'il vous plaît, non. Je pense que le Japon, faut pas sous-estimer la perte de leur coach, quoi. Ah bah, il avait parce que c'est vraiment lui qui a accepté de mettre ce style de jeu en place. Je sais pas comment elles vont jouer, en fait. Là, on va voir, mais. Là, c'est un coach local. C'est un coach local maintenant. Enfin, on verra. Alors, c'était peut-être un assistant de Tomovas, je sais pas, mais et Tomovas qui fait la même chose chez les garçons. Il a pris depuis plusieurs années. Il essaie d'imprimer un style de jeu particulier. Donc voilà, on se méfie quand même évidemment du Japon toujours. On a fait les 3 groupes. Est-ce que ce serait pas le moment de se mouiller un peu, sortir la boule de cristal, les pronostics? Alors si vous me connaissez, vous savez qu'il faut faire exactement l'inverse de ce que moi je vais annoncer. Mais on va chacun, je pense, se donner nos trois médaillés. Qui se lance en premier? Alors moi, je veux bien donner la médaille d'or pour Team USA. Moi aussi. C'est compliqué parce qu'on connaît pas le tirage au sort, en fait. C'est ça qui est dur, en fait. C'est vrai que sans le tirage, c'est compliqué. Mais je vais dire, en espèce de power ranking, j'aurais tendance à dire Team USA en 1. J'aurais tendance à dire Australie en 2. Et je vais me détester de dire ça, mais je vais dire la Belgique en 3. Ah, j'ai eu peur.
J'ai cru que t'allais dire la France. Ben oui. C'est quoi? Non, mais je vais me détester parce que je vais avoir l'impression quand on va être éliminé en quart de finale que c'est de ma faute parce que je devais pas le dire et voilà. Ouais. Pourtant, je suis pas superstitieux. Enfin, Non. si, du coup. En fait, Pas du tout. Penses-tu? Donc Flo, Team USA, Australie et Australie. Belgique. Ok. Belgique. Steph? Team USA, Belgique-France. Très bien, c'est beau. Avant de laisser la parole à Gis, je vais tout simplement te voler ton podium parce que c'est celui que j'avais aussi. Donc je me permets de placer ces 3 équipes-là. Donc c'est ce qui ne se produira pas. Je suis désolé, Steph. Mais voilà. Ouais, bah, y a pas de mal. Je suis pas non plus réputé par un nez très fin, donc t'inquiète. Ça le prendrait pas mal. Et Gis, pour finir. Alors, Team USA, Belgique. Et je pense que le match de la 3e place, ça sera Australie-France. Et l'Australie prendra la médaille sur un gros match de Lauren Jackson. Ah ouais, ok, il nous fait carrément là, ouais, c'est vraiment la boule de cristal, il nous fait les prévisions. Je rappelle que le dernier match que Lauren Jackson a fait au mondial pour le match de la 3e place, elle a mis 30 points en 20 minutes. Et c'est ce qui offre la médaille de bronze à l'Australie. Et je vois bien un scénario comme ça. Le match J, ça parlait. Voilà, rappelez-vous, là on va faire une capture de cet instant et on la ressortira lorsque Lauren Jackson nous aura fait pleurer lors du match pour la 3e place. Voilà pour ce petit tour d'horizon avant les Jeux Olympiques. On sera là pendant la compétition pour vous la faire suivre, évidemment, à l'écrit. On continuera de faire des podcasts, on sera un peu sur Twitch. Vous l'avez dit les gars, je pense que vous avez prévu de commenter un peu du match. On viendra faire un saut avec vous aussi pour suivre tout ça. Merci à tous les 3 d'avoir été là, ça fait plaisir d'avoir la team réunie. Et bons Jeux Olympiques à tous, en espérant que certains pronos d'ici... s'accomplissent et qu'on puisse fêter tout ça avec des médailles dans quelques semaines. Et du champagne. Et du champagne, évidemment. Et quelque chose de belge aussi pour fêter ça. Je sais pas, ou un spritz, sinon c'est pas grave, c'est pas belge, mais c'est ce qu'on consomme quand on va en Belgique en général. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut prendre pour fêter ça? Sans que ce soit cliché. Un bon Chandéol ou un bon Rufus, tu vois, qui sont des bulles de chez nous. Très bien. Méthode traditionnelle belge. Très bien. C'est noté, faisons comme ça. Bons Jeux Olympiques à tous et on se retrouve très bientôt. Ciao. À bientôt. Ciao.